Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car et même tour du monde. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Et parce qu'on est des parents avant tout, je vous propose une nouvelle formule de mes top 5 sur des sujets de parentalité et d'éducation. On se retrouve une fois par mois avec des invités au top, évidemment. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com et sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve aussi sur Instagram, à Famille et Voyage avec un S, _blog. Si vous aimez écouter ce podcast, si vous avez ajouté des destinations sur la liste de vos envies, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en vous abonnant, en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à ceux qui l'ont déjà fait, et pour tous les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire comme les autres que va nous raconter Rémi. Même si tous les voyages sont singuliers, vous allez voir, celui-ci a un petit supplément d'âme. En 2023, Rémi est parti avec sa femme et leurs 2 enfants de 5 et 10 ans en voyage humanitaire au Népal. Ils avaient 2 objectifs, rénover une école et lui apporter de l'eau en la raccordant à une source. Pour cela, ils ont contacté un guide népalais avec qui ils ont construit leur projet, puis se sont rendus sur place pendant près d'1 mois. Parents et enfants ont beaucoup œuvré, mais ils ont surtout vécu une aventure extraordinaire au milieu des Népalais qui les ont accueillis avec cette gentillesse qui leur est propre et des centaines de sourires. Je peux vous dire que le départ a été compliqué et que Rémi ne pouvait pas s'arrêter là. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Rémi au Népal. Hello Rémi! Salut! Comment ça va? Ça va, impeccable. Je te remercie pour l'invitation. Mais avec plaisir. On va parler d'un voyage un peu différent, donc ça va être très très chouette. Avant de partir, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous présenter ta famille et nous dire quel type de voyageur vous êtes? Alors, moi je m'appelle Rémi, j'habite sur le bassin d'Arcachon. Je suis originaire du bassin d'Arcachon, j'ai toujours vécu ici. J'ai un petit garçon de 7 ans, séparé de sa maman. Mais voilà, je suis on va dire un voyageur qui est assez curieux et engagé. L'envie de voyager m'est venue assez tardivement, comparé, je trouve, à la nouvelle génération qui n'hésite pas à s'engager assez tôt dans des voyages assez extraordinaires. Donc moi, c'est venu, on va dire que c'est venu assez tard, hein. C'est un peu presque la crise de la quarantaine. Alors j'ai beaucoup voyagé auparavant en Europe notamment, mais on va dire que le premier gros voyage que j'ai pu effectuer au Népal dont on va parler, m'est venu assez tardivement avec la crise de la quarantaine. Donc donc voilà. Mais sinon j'aime beaucoup partir à la découverte de différentes, de cultures en découvrant des expériences humaines qui sont souvent très enrichissantes, ouais. Et en Europe, tu disais que tu avais quand même beaucoup voyagé, mais tu avais pas envie d'aller plus loin, c'était, ça te suffisait? Ça me suffisait, oui, parce qu'on est souvent dans des schémas assez aseptisés, hein, où il faut travailler, il faut avoir sa maison, il faut avoir ses enfants, il faut se marier. Puis derrière, c'est vrai que le temps passe, on oublie tout ça, donc voilà, les voyages se sont effectués, mais principalement en Europe, où j'ai eu la chance, voilà, de me marier à Santorin, donc j'ai fait quand même des voyages Ah ouais, sympa! assez, ouais, c'est très, très, très sympa. Mais voilà, sinon, c'est vrai que l'envie d'aller plus loin et de donner du sens, on va dire, au voyage m'est venue sur le tard, ouais. OK, et ben, ne perdons pas plus de temps, partons au Népal. Vous y êtes allés quand? On y est allé donc 2 fois. On y a été donc la première fois en janvier 2023. J'étais voilà, dans un schéma où voilà, j'avais mon boulot tranquillement, tout se passait bien, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose et il fallait que je donne du sens à ma vie. Ça faisait 2-3 ans que je recherchais. Après, il y a eu le Covid, ça a été assez compliqué, mais que je cherchais des missions qui pouvaient être intéressantes de faire dans l'humanitaire. Je voulais me lancer dans une association en France pour aider, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me donnait vraiment l'envie d'y aller. J'aurais pu très bien aller au Resto du Cœur, faire la distribution.
Mais je trouve ça formidable, mais c'était pas quelque chose qui m'animait en moi. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas cibler un pays. Le Népal, moi, c'est une destination qui m'attirait assez fortement. Je savais qu'il y avait quand même des besoins assez considérables là-bas, surtout avec le séisme de 2015 qui avait fait plus de 17 000 morts. Et je savais que voilà, les besoins là-bas étaient immenses. La culture bouddhiste aussi m'attirait assez fortement. Donc j'étais assez curieux de découvrir ça et je voulais absolument le partager en famille. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir donc en janvier 2023 avec mon ex-femme et les deux enfants, dont un qu'on a en commun. Ça s'est fait après assez rapidement du moment où on a décidé de partir. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais sur la partie mission humanitaire proprement dit, où j'ai pu trouver un guide, cibler des projets et puis acter définitivement le projet pour partir sur place. Quel âge avaient les enfants? 5 ans et 10 ans. Comment tu leur as présenté, le fait que ça allait être une mission humanitaire? C'est vrai que c'est pas évident au début quand, surtout à notre époque où, les enfants, tout comme nous, hein, on vit dans ce monde, ultra, où on est très sur le confort, un peu, auto-centré, sur certaines décisions aussi. Donc c'est vrai que le fait de leur présenter ça, après la découverte un petit peu de l'inconnu, c'est toujours quelque chose qui plaît, surtout, par rapport aux enfants. Les enfants ont une faculté d'adaptation beaucoup plus importante que nous, ça c'est clair, et pour l'avoir vécu sur place, je peux le confirmer. Je leur ai montré quelques vidéos de comment le pays était, les conditions un petit peu dans lesquelles on allait pouvoir vivre, et puis les besoins aussi que ces personnes avaient sur place. Et puis je voulais vraiment les imprégner de ça pour qu'on construise le projet ensemble, tout en leur donnant les différentes étapes sur lesquelles le projet avançait, jusqu'au fait où, quand on est parti sur place, où ça a été à la fois pour eux que pour nous un voyage extraordinaire, où ils ont pu derrière en parler dans leur classe, faire des petites présentations. Et voilà, tout le monde a été assez réceptif sur ce genre de voyage. Ouais. Combien de temps, ça t'a pris de l'organiser? Alors en termes d'organisation, alors moi c'est vrai que c'est un projet qui, comme je disais tout à l'heure, il y avait le Covid, donc je n'avais pas pu le faire. Donc ça m'a pris environ 2 ans pour essayer de trouver les contacts qui vont bien sur place. J'ai tapé tout bêtement sur YouTube mission humanitaire Népal et je suis tombé sur une vidéo sur des gens qui étaient partis avec une association pour raccorder un village à l'eau, et puis ça serait extraordinaire de pouvoir faire ça. Et du coup, j'ai pris contact avec la personne qui avait fait le montage de cette vidéo-là, qui lui-même m'a donné le contact d'un guide népalais sur place. Donc, j'ai eu son numéro de téléphone. Beaucoup de chance parce que cette personne fait beaucoup de trek sur place avec des Français. Donc, il a fait les écoles françaises, tout ce qui va bien. Donc, c'est quelqu'un qui parle très, très bien français. Donc, ça aussi, ça a aidé dans la construction du projet. Donc, avec lui, on a ciblé 2 projets, donc une rénovation d'école et un raccordement d'un village et d'une école à l'eau courante. On a ciblé aussi un montant, et nous derrière, on a fait une collecte de fonds pour récolter environ 9 000 € pour pouvoir partir et effectuer le projet sur place. Donc ça nous a pris 4 mois, le temps de cibler les projets, d'effectuer la communication chez nous auprès de notre entourage, des entreprises, etc., pour récolter des fonds. Et derrière, de tout envoyer, parce c'est gage de confiance aussi, hein, parce que c'est un pays qu'on connaît pas. Moi, la personne, je l'avais eu plusieurs fois au téléphone, mais je me te dis, bon, j'envoie de l'argent, mais on sait jamais trop où ça va. Faut avoir confiance. Et du coup, bon, on l'a fait. Et puis à l'arrivée, la confiance, il faut en avoir parce que à l'arrivée, on vit des expériences qui sont inoubliables. Et voilà, avec des projets qui ont pu être terminés, et quand on voit le résultat, ça vaut le coup de s'engager. Ouais. Ce montant, c'était, ce que vous aviez déterminé comme étant, indispensable pour, réaliser ces 2 projets ou c'est, vous avez fait 9 000 parce que, tu as récolté 9 000? Non, c'était le but même, c'était un petit peu moins sur ces 2 projets-là. Une rénovation d'école, c'est environ 4 000 €, 4 500. La rénovation, c'était aux de l'ordre de 3 500, je crois, donc on a pu récolter un petit peu plus.
ce qui nous a servi sur place pour faire autre chose, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est un budget qu'on avait bien défini. Alors c'est vrai que là-dessus aussi, hein, sur les travaux en eux-mêmes, j'avais pas de visibilité sur, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire sur place concrètement. J'avais vu le rendu sur une rénovation avec la construction d'un réservoir, qui avait été effectué, donc je savais à peu près comment ça allait se passer. Mais c'est vrai que sur le montant, bon maintenant, avec l'association qu'on a créée, je sais, exactement, les fonds à quoi ils servent. Mais c'est vrai que au départ, voilà, on avait fixé ce budget-là. Quand on fait les travaux sur place et que voilà, qu'on a toutes les factures qui vont bien, pour savoir exactement, à quoi servir l'argent, c'est aussi un gage de confiance, ouais. C'était déjà une aventure. Exactement, ouais. Ouais, avant de Mmh. partir, c'était une aventure, ouais. Mais c'est vrai que ça permet de s'immerger complètement au projet, hein. Moi, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui veulent s'engager pour faire de l'humanitaire. Le fait d'arriver sur place dans une école, de prendre, un pinceau, de peindre, bon, ben, OK, je l'ai fait et puis je m'en vais. Ça a pas la même saveur que quand on s'engage concrètement, du projet initial qui va de la recherche de fonds, jusqu'au projet final. Et ça je le vois avec l'association sur les personnes qui partent sur place. Il y a une fierté et un accomplissement qui est, décuplé par rapport à je pense à certaines personnes qui vont, comme je disais tout à l'heure, mettre un coup de pinceau et puis, ouais, j'ai fait de l'humanitaire et puis je m'en vais, quoi. Voilà. Est-ce que les enfants, ont vendu des gâteaux, dans leurs écoles pour, aider à financer? Non, on n'a pas fait ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais beh, par contre, j'ai pu aller faire, certaines, présentations sur le projet qu'on allait effectuer, pour qu'il y ait un petit suivi au niveau des écoles de nos enfants. Donc c'était assez intéressant de voir les questionnements, on va dire, que les enfants pouvaient avoir, sur ce genre de projet. J'ai pu y aller aussi au retour avec un film que j'avais fait qui permettait de se rendre mieux compte, de ce qu'on avait réalisé sur place. Donc c'est vrai que l'avant, avec des questions où c'était un petit peu dans l'inconnu et quand les enfants voient le film derrière, bon, ben là, c'est tout un tas de questions et je pense que ça leur donne également, l'envie, j'ai fait en sorte que les parents également, des enfants puissent le voir pour derrière, donner envie, pourquoi pas, même de ne pas hésiter, on va dire, à partir faire de l'humanitaire avec leurs enfants, même en bas âge. Des fois, ça peut faire peur, mais à l'arrivée, on vit tellement une expérience enrichissante que ça se passe très bien. Bon, allez, partons en Népal, on a envie de vivre l'aventure. Vous êtes partis pour combien de temps? Alors, on est parti 3 semaines et demie, voilà, en période de vacances scolaires, sur le mois de février. Il y a pas 3 semaines et demie en février, ça a un peu débordé. Ça a un peu débordé, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon, c'est quoi vos premières impressions quand vous arrivez au Népal? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que quand on arrive au Népal, c'est vraiment un mélange de dépaysement total, hein. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive où on met les pieds à Katmandou, déjà, on est saisi, à l'aéroport par, une certaine effervescence. Les premiers contacts avec, les Népalais, pour moi, ont été très marquants. Parce que j'ai senti tout de suite, et c'est quelque chose qu'on m'en avait parlé, mais on le sent tout de suite, une grande gentillesse de la part des personnes et une chaleur humaine qui est vraiment ultra sincère. Ils sont très souriants, c'est vrai que quand on part de l'aéroport à Paris où, nous on avait, 4 énormes sacs parce que, on avait nos affaires plus un énorme sac de 25 kilos qu'on avait pu récolter un petit peu de matériel médical pour pouvoir distribuer dans le dispensaire. Bon, ben, les enfants, 4 sacs de 25 kilos, c'est parfois, c'est pas très simple. Bon, à Paris, on va dire que tout le monde, nous regardait. Quand on arrive là-bas, rien que ça déjà, c'est tout le monde se jette sur nous pour nous aider, nous apporter le caddie qui va bien, et puis nous emmener les sacs. Voilà, ça a été la première impression quand on est arrivé, à l'aéroport et puis après, ça bouillonne. C'est-à-dire que quand on rentre dans Katmandou, le 1er jour en sortant de l'aéroport pour aller à l'hôtel, tout se passe en même temps, quoi. Des klaxons de voiture, les marchands qui crient, les enfants qui courent, des temples partout, à tous les coins de rue, les câbles électriques, qui c'est rigolo à voir, voilà, où il y en a partout, on se demande comment ça peut marcher. Cette impression-là d'une certaine effervescence de la ville qui fait du bien aussi, hein, parce qu'on voit que ça vit, qu'il y a de la chaleur humaine et que les routes, voilà, c'est un dépaysement. C'est quelque chose qui fait du bien, qui permet d'être tout de suite dans l'instant présent
parce qu'on est très attentif à tout ce qui se passe, ne serait-ce qu'au niveau des sons mais au niveau des relations avec les gens aussi, quoi. Donc voilà, premières impressions, on va dire qu'on a eues, c'était assez unanime de la part de tous les 4 à notre arrivée là-bas. Et bah, alors continuons, vous restez juste une nuit à Katmandou et après vous filez? Sur le programme, c'est vrai qu'on est resté une nuit, oui, à Katmandou et dès le lendemain, on est parti, parce que je voulais à tout prix, que l'on vive ça ensemble, on est parti en immersion dans des monastères. On a pu aller dans un premier temps au monastère, c'est le monastère tchétchène Teni Darjeeling, c'est en plein cœur de Katmandou. C'est là où vit, la plupart de son temps Mathieu Ricard, le célèbre, moine bouddhiste, français. Lui s'est fait connaître avec son livre Le moine et le philosophe, avec qui il a pu créer derrière, grâce à ce livre, une association, Karuna Tchétchène qui marche très très bien. On a passé 2 jours en immersion vraiment avec les moines à leur rythme, c'est-à-dire que alors déjà, faut savoir que les bâtiments sont juste magnifiques, des toits colorés partout, des drapeaux de prière, des sculptures assez incroyables. On sent que chaque vraiment détail, ça a une signification spirituelle. Ça, on le ressent vraiment dès qu'on rentre et tout pousse à être invité, on va dire, à la méditation quand on est sur place. C'est très calme. Les premiers contacts avec les moines, bon, c'est à la fois, on va dire, impressionnant, mais aussi très apaisant. Donc voilà, les moines avec dans leurs robes orange et bordeaux, on sent qu'il y a une grande sérénité qui se dégage de ces gens-là, quoi. Et comment réagissent les enfants, dans cet endroit, si paisible? Bah, c'est un peu particulier pour eux, hein. Ils sont un peu sur la retenue, on va dire, parce qu'on va dire l'un des moments les plus marquants, c'était de participer le matin, très tôt, je crois que c'est aux alentours de 5h30, 6 heures du matin, à la prière collective. Donc là, on a les moines qui chantent des mantras, accompagnés des tambours, des cloches. Donc voilà, là, on va dire que la vibration de ces chants-là, on se sent un petit peu vraiment détaché du monde extérieur. Et les enfants, voilà, étaient assez impressionnés de voir ça. Voilà, c'était tous les matins qu'il y avait cette prière et non, c'était une expérience, voilà, qui invite déjà, on va dire, à la contemplation parce que le lieu à l'intérieur est juste extraordinaire avec des énormes Bouddhas qui sont juste magnifiques et le fait de voir un petit peu leur quotidien. On a eu la chance aussi, c'est quelque chose que je voulais, de faire une petite méditation dans une salle qui est en haut du monastère. Alors, c'est une petite salle, mais avec le moine qui a créé ce monastère-là, qui a reconstruit ce monastère-là dans les années 80, c'est Dilgo Khyentse Rinpoche, et il est en cire, et c'est assez impressionnant de le voir en face. Et donc, on a pu méditer pendant un petit quart d'heure. On a eu l'accès de passer un peu de temps avec les enfants. J'ai pas réussi à être pleinement concentré parce que j'avais le petit de 5 ans à côté qui, Mais oui, qui me c'est posait un dur petit peu de pour lui. questions. Mais ouais, c'était dur, mais c'est vraiment non, une expérience qu'on a vécue tous les 4 qui est quand même assez incroyable de pouvoir faire ça dans ce lieu chargé d'histoire, on va dire. Bon, bah, continue alors. Et donc après, on est parti dans un autre monastère, le Namo Buddha, donc là qui est plutôt dans les montagnes, c'est environ 40 kilomètres de Katmandou. Bon là, c'est juste un lieu juste magnifique. C'est un stupa qui est dédié à Bouddha. L'histoire raconte brièvement que Bouddha, il avait rencontré à cet endroit-là une tigresse dans un grand état de faiblesse, si grand qu'elle était incapable de nourrir ses petits. Et donc, il a été pris de pitié et donc le Bouddha s'est sacrifié il s'est offert en fait à la bête qui s'empressa donc de le dévorer. Et cet acte de grande compassion lui a permis d'atteindre un niveau supérieur jusqu'à qu'il devienne le Bouddha. Voilà, c'est en fait l'histoire et c'est pour ça que le Namo Buddha a été créé à cet endroit-là. Mais c'est vraiment un lieu qui est juste extraordinaire et je conseille à tous les gens qui vont, s'il y a possibilité de réserver presque comme un hôtel. Nous, on avait le guide qui s'occupait de tout ça, mais voilà, de passer une nuit ou deux dans ce lieu parce que c'est quand même assez incroyable tellement c'est beau, quoi. On sait bien que les monastères, il faut être calme, il faut pas parler fort, pour les enfants, c'est pas forcément évident et là, ça a fonctionné encore? Ouais, ça fonctionnait encore. Alors, dans les monastères, c'est vrai qu'il y a il y a quand même une vie, hein. Ils ont ce quotidien au niveau des prières
et de tout ce qu'ils font au quotidien au niveau de l'éducation. Mais en dehors, il y a une vie, c'est-à-dire que même les enfants, les moines, donc jouaient au ballon en dehors. Donc voilà, il y a quand même une vie. Donc en dehors des lieux, bien sûr, quand on rentrait, bon, ben là, c'est propice au silence. Mais en dehors, voilà, il n'y a aucun problème pour s'épanouir et faire autre chose. Ça doit être quand même assez sympa pour des enfants de jouer au ballon avec, des enfants, alors je sais pas comment on dit, ils sont pas encore moines, mais j'ai bien l'image de la même tenue pour les enfants. Ils sont apprentis moines? Ouais, ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est souvent des familles qui peuvent pas forcément, quand ils ont beaucoup d'enfants ou quoi, qui peuvent pas assumer, on va dire, financièrement, la plupart du temps, leurs enfants. Mais au lieu de entre guillemets, «les abandonner», ils sont mis dans ces monastères-là où ils ont toute l'éducation, la nourriture, etc., qui va bien pour évoluer. C'est pour l'avoir vécu, les enfants, toutes les personnes qui sont dans ces monastères-là ne sont pas du tout malheureux et voilà, il y a une certaine, même joie de vivre qui est assez présente dans ces monastères, ouais. Alors après, nous, on est partis, là, un trajet un petit peu compliqué. On est parti pour Pokhara, donc de Katmandou à Pokhara. Donc là, bon courage dans un bus local. Donc il faut savoir que là-bas, les trajets sont assez courts en termes de distance. Donc c'était environ, je crois, 170 kilomètres, mais c'est pas loin de 10 heures pour effectuer le trajet. Donc là-bas, les routes sont constamment en construction. C'est-à-dire qu'ils refont et puis ils refont pas tronçon par tronçon, ils refont le tronçon complet à chaque fois. L'été, il y a les moussons qui détruisent un petit peu les routes et donc ils refont. Donc là, au niveau du gouvernement, je pense qu'il y a quelque chose à retravailler. Mais par contre, il faut le vivre. Ça, c'est clair que le bus local pour se rendre à Pokhara, il faut le faire au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment typique. C'est-à-dire que alors nous, on avait des enfants qui avaient la chance de pouvoir être devant avec le chauffeur et nous on était derrière, mais il y avait des gens qui rentraient, ils posaient des colis et qu'il fallait déposer, je sais pas, un quart d'heure après à quelqu'un qui va venir le chercher. Même une fois, donc il y a eu une personne qui est rentrée avec une chèvre et qui nous a demandé de le déposer un petit peu plus loin. Donc il y avait mon ex-femme là qui tenait la chèvre La pauvre pendant tout le Piquette! trajet elle était affolée, la pauvre, pour le déposer plus loin. Donc c'est assez rigolo, c'est une sacrée aventure ça aussi. Bon, ben, il y a certaines, surtout nous, on n'est pas habitués à tout ça, donc ça peut créer des maux de ventre, etc. Mais suivant si on regarde la route ou pas, il faut bien regarder la route, il faut bien être axé. C'est pas évident, mais franchement, ça vaut le coup pour l'avoir fait, quoi. Et donc après, arrivé à Pokhara, on a passé une journée là-bas où bon, Pokhara, c'est un lieu, c'est une grande ville, hein, mais qui est assez paisible. Donc on a pu faire il y a un lac à Pokhara qui est juste magnifique. La deuxième fois, on a pu faire du parapente au-dessus du lac de Pokhara. Alors moi, je l'ai pas fait, un peu trouillard dans l'âme, mais apparemment, c'était une expérience assez inoubliable. Donc peut-être que je le referai la prochaine fois où je me lance. Les barques sur le lac de Pokhara sont juste magnifiques aussi, sont toutes colorées. C'est très très beau à voir. Et donc là, enfin, on a fait un petit tour où il y a un petit temple qui est au milieu du lac où il nous dépose pour aller voir ça. Et de l'autre côté aussi, si on traverse le lac, il y a une petite randonnée d'une petite heure pour arriver à un grand stupa aussi qui est juste extraordinaire avec un énorme Bouddha. C'est très 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 beau à voir aussi. Donc voilà, donc on a passé une journée là. Et après, dès le lendemain, bon, mais là, c'était parti pour la vraie aventure, on va dire. Et donc là, on est parti au village, où là, on est parti donc à l'ouest de Pokhara, dans la région de Chapakot, exactement, où tout le village nous attendait. Et donc là, quand on est arrivé sur place en fin de journée, bon, ben voilà, il y avait toutes les femmes du village qui nous attendaient. On est accueillis d'une manière assez extraordinaire, assis, et puis là, elles viennent toutes une par une, nous mettre des colliers de fleurs, des écharpes qui sont magnifiques, et le tika aussi. Chacune nous met un petit tika sur le front. Qu'est-ce que c'est le Tika? Je crois que c'est ça, une poudre de curcuma, et c'est signe de bonheur. Ils nous mettent ça, c'est un signe de bonheur quand ils reçoivent les gens, c'est vraiment le geste, le rituel où partout où on va, il y a ce rituel qui est fait sur cette poudre.
qui est mis sur le front pour tout le monde. Donc après, il se passe quoi? On est resté donc le soir, donc premier repas, avec, le plat typique, que l'on mange tout le temps là-bas, c'est le dalbat. C'est un plat traditionnel, mais qui est très, très, très bon. Donc c'est à base de riz, une soupe de lentilles et puis là, il y a différents légumes qui sont, pommes de terre, brocolis, avec un petit peu d'épices aussi à côté, mais ils le mettent à part si on en souhaite ou pas. C'est vraiment très, très, très bon, c'est les 3 semaines et demie qu'on est resté là-bas, ça n'en est pas malade. C'est là où il faut faire attention, c'est au niveau de l'eau, mais sinon sur la nourriture, c'est tellement sain, hein. C'est vraiment, un cercle, c'est-à-dire que le matin, ils vont chercher le lait à leur bufflonne qui est juste à côté, parce que chaque, maison a sa bufflonne. Ils font, avec le maïs, bah, bon, ils font la farine. Derrière, ils en font des galettes. Il y a pas de gaspillage, tout est donné après aussi, c'est redonné aux animaux. Enfin, c'est un cercle qui est assez, où ici, voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça et ils vivent de l'agriculture, donc ils ont leur plantation à côté, mais c'est dans des maisons, c'est assez typique. Alors c'est vrai que nous, quand on est arrivé dans cette maison, où on a été accueillis par un couple, donc ils nous ont montré notre chambre, donc bon voilà, la chambre, c'est un sommier, qui est, très, très dur. Nous, on avait mis la couette en dessous, pour au-dessus, pour que ça soit un petit peu moins dur et puis on avait notre sac de couchage. Mais voilà, c'est très sommaire, hein, donc on s'y habitue, au bout de la première ou la deuxième nuit après, et en fait, quand on est dans ce village-là, on s'y sent vite très, très, très bien et c'est pour ça que la plupart des personnes qui vont sur place, dont nous, on a envie d'y rester. On s'y sent très bien. On est à l'opposé de ce qu'on vit chez nous, mais on s'y sent tellement bien parce qu'on est, on vit avec les gens, on vit à l'extérieur, on est au coin du feu, où ils ont leur cuisine à l'extérieur, où ils font le feu, ça fait vraiment du bien. On est déconnecté du téléphone aussi, chose qui fait énormément de bien. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait du bien rapidement. Le dialogue avec les personnes, bon, ben, on discute beaucoup avec les mains, hein, donc on rigole beaucoup, voilà, donc parce que ça parle pas anglais, ça parle népalais. Voilà, on essaye de se débrouiller comme un peu, mais parce qu'on se regarde beaucoup dans les yeux, donc il y a une relation qui s'installe assez rapidement et c'est pour ça qu'il y a un lien assez fort qui se crée, avec ces personnes-là et c'est pour ça que souvent les départs sont souvent très compliqués parce qu'il y a un attachement qui se crée très, très vite. C'était quoi votre mission, dans ce village? On avait, ciblé donc avec le guide une école et un village. Donc, dès le lendemain, ben on est parti, voir cette école-là. Puis c'était parti, hein, c'est-à-dire que tous, les artisans donc, nous étaient déjà présents. On savait que le jour J, tout le monde allait arriver. Les maçons aussi pour la construction du réservoir étaient là et donc on est parti, donner la main à la pâte sur, tout ce qui est, ponçage dans un premier temps. On a coulé, une chape au sol parce qu'il y avait des classes qui étaient avec des trous partout, donc on a rebouché tout ça et puis on a refait toutes les peintures intérieures, extérieures. On a posé des moquettes au sol dans des classes pour les petits, pour l'isolation notamment et puis pour qu'ils puissent être au sol. Parce que souvent, il faut savoir qu'ils font là-bas, ils font l'école à l'extérieur qu'à l'intérieur, tellement il fait froid à l'intérieur. Donc on a fait ça. On a posé également des fenêtres, dans les classes parce qu'ils ont pas de fenêtres, donc du coup c'est sujet à faire rentrer des insectes. Donc c'est des fenêtres avec moustiquaires intégrés qui permet de faire circuler l'air. Puis voilà, quelques réparations au niveau électricité, puis quelques distributions qu'on a pu faire, au niveau de tous les enfants. C'est-à-dire que tous les enfants ont pu être équipés d'un nouvel uniforme, d'un sac et de fournitures scolaires également qu'on a pu distribuer à chaque élève. Donc avant de partir, on s'était dit: «On va faire des collectes en France pour, emmener là-bas» et on s'est très vite rendu compte que ça allait être compliqué parce que emmener, des choses là-bas, ça coûte très cher. Un colis supplémentaire, dans les avions, c'est l'enfer, donc ou même l'envoyer sur place. Là aussi, c'est très, très cher. Donc, il vaut mieux faire, marcher l'économie locale et donc on a tout acheté sur place et donc on a pu, les équiper de tout ce qui va bien, voilà. Et donc cette école-là, donc a pu être aussi, donc raccordée, à l'eau. Donc là aussi, on a ciblé une source d'eau qui était pas trop loin de l'école. Qui a ciblé? Bah, c'est au départ, c'était le guide, hein, en amont qui avait trouvé ça. Donc c'est vraiment un filet d'eau, hein. Il faut savoir que, quand on voit ça au départ, qu'il y a rien, là, on se demande: «Ouh là là, ça risque d'être compliqué, ouais» et du coup, quand moi je suis arrivé sur place, j'ai vu ça,
Là, oh là là, ça là, ça va être compliqué parce qu'il faut faire du béton, ils ont pas le matériel comme on peut avoir chez nous, et en fait, ça tout se fait très bien, quoi. C'est-à-dire que, d'entrée, ils ont pu, décaisser pour faire la chape et après monter les murs, pour effectuer donc proche de cette source, un réservoir d'environ 15 000 litres. Voilà, donc ça s'est fait en l'espace de 15 jours avec les temps de séchage, etc. On a rempli ce réservoir avec la source, qui est suffisamment abondante. Et donc, on a mis une pompe à l'intérieur. On a creusé une tranchée qui allait, il y avait environ pas loin de 100 mètres de dénivelé. Donc, c'était assez pentu. Mais c'est là où c'est formidable, c'est que tous les villageois, beaucoup de femmes, prennent les pioches et puis même des femmes très âgées, prennent les pioches, creusent pour pouvoir passer le tuyau d'eau pour l'emmener à l'école. Donc voilà. Et j'ai vu des femmes également peut-être qui avaient 70, 80 ans qui portaient les sacs de ciment aussi pour les descendre, pour qu'ils puissent faire le béton en bas, quoi. Ça remet un petit peu quand on voit ça, un petit peu les idées en place quand on revient surtout. Donc Ouais, bah, ouais, bien sûr. ouais, ouais, ça c'est clair. Il y avait combien d'enfants dans cette école? Tu ne me l'as pas dit. Il y avait 60 enfants. OK. Ils avaient quel âge? Ils avaient entre 3 et 9 ans. Et c'est des enfants dont les parents, habitent le village, c'est vraiment l'école du village? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Tes enfants ont participé à j'imagine pas à tous les travaux, je les vois pas, porter les sacs de ciment, mais, à quoi ils ont participé? Ils ont pu, participer, surtout au niveau du ponçage et de la peinture. Donc ils ont vraiment, nous, ils nous ont assez impressionnés à ce niveau-là. Alors il y avait des temps dédiés, on va dire, au jeu avec, les autres enfants pour, jouer à l'extérieur. Mais sur la partie, rénovation, ils ont même aimé, faire ça. Ils ont pu se rendre compte sur place des conditions dans lesquelles les enfants étaient, travaillaient. Et donc du coup, ils ont pu nous aider à cette partie, de ponçage, de peinture aussi, avec les artisans où ils ont noué une relation avec eux aussi, qui les aidaient. Donc non, non, là-dessus, ils ont vraiment, participé. Ça aurait pu être très, très long pour eux parce que ça a quand même duré 3 semaines et maintenant, c'était le quotidien. C'est-à-dire que le matin, ils savaient que, on partait, pour l'école, il y avait environ 30 minutes de marche et puis on allait à cette école-là pour la rénover. Et pendant cette période de rénovation, il y a une journée où le guide nous a montré, alors le guide qui s'appelle Schenker, avec qui je travaille maintenant pour l'association et avec qui on a noué, maintenant c'est devenu un ami très proche. Il nous a montré d'autres écoles qui aussi étaient dans le besoin. Et donc on est parti en voir une, donc d'une trentaine d'élèves. Et là, franchement, c'était assez catastrophique dans les conditions dans lesquelles les enfants étaient. L'école était vraiment dans un état assez pitoyable. Et c'est vrai que le fait de voir ça, alors déjà, c'est vrai que quand on arrive sur place et qu'on voit ça, quand on est dans les classes, franchement, c'est à pleurer. Parce qu'on se dit dans quelles conditions, ces enfants sont et en plus, c'était tout petit. On devait filer un coup de main financièrement à une autre école, mais qui était très grande et qui était plutôt dans un bon état, mais c'était au niveau de l'eau pour l'installation de filtres et cetera. Mais on a pris la décision, avec le guide immédiatement de rénover cette école également. Donc elle était pas prévue. Mais on s'est dit que c'était pas possible de laisser ça comme ça. Et du coup, on a engagé de suite les travaux dès le lendemain. Et en l'espace de 4-5 jours, l'école qui était dans un état la plus catastrophique de la région est devenue presque l'école de référence. Donc c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est que quand on voit l'avant-après, franchement, c'est devenu un petit bijou. Nous, on garde des relations avec, ce qu'on a noué aussi des relations avec les professeurs qui étaient sur place, qui nous ont aidés, vraiment une équipe assez incroyable. Donc voilà, donc là-dessus aussi, on leur a distribué quelques fournitures. On a tout refait, des peintures intérieures, extérieures, pose de moquette, pose de fenêtre. Et donc voilà. J'imagine que le moment le plus émouvant, c'était sans doute quand vous êtes partis, mais quand vous livrez ces 2 écoles, terminées, il se passe quoi? Vous avez fait, une petite cérémonie, les enfants étaient là, comment ça s'est passé? Alors sur ça, il faut savoir que le Népal est considéré comme vraiment le pays le plus reconnaissant au monde, je pense, hein. Parce qu'ils ont un sens de la reconnaissance qui est juste assez incroyable. Quand on est parti et qu'on savait que c'était
que le dernier jour et que l'école était terminée. Voilà, donc il y a des élus qui viennent sur place. Il y a tous les villageois autour qui sont là. Donc il y avait beaucoup de monde. Et donc ils nous mettent sur des chaises, voilà, où chacun passe aussi avec écharpe, tika, des diplômes qui ont été faits. Ils ont pas beaucoup de moyens, mais ils font des diplômes pour tout le monde avec vraiment le nom et prénom des personnes qui ont pu aider pour cette école-là. Chaque personne de l'école au niveau des élus aussi parle pour nous remercier et pour l'immense gratitude qu'ils ont envers nous pour avoir permis à cette école d'être rénovée. Donc non, il y a vraiment et c'est ce qui fait plaisir aussi, c'est que franchement, quand on part de là, donc déjà on voit le regard un petit peu des enfants qui change parce que les enfants, je crois que l'école était ouais pendant 3 4 jours, les enfants ont pas vu l'école et donc ils ont pu revenir et voir l'école complètement transformée et ce qui fait plaisir aussi à voir, c'est que d'une année à l'autre, bien évidemment, on a des enfants qui arrivent de plus en plus dans ces écoles-là. Donc c'est le but aussi, c'est que voilà, il y ait de plus en plus de monde qui arrive dans ces écoles. Souvent, c'est des familles qui avaient pas envie de mettre leurs enfants ici parce que elles étaient dans un sale état où il y avait pas d'eau, etc. Donc maintenant, les enfants qui viennent dans ces écoles-là, il y en a de plus en plus. Et c'est ce qui m'a motivé moi derrière à créer immédiatement dès mon retour l'association. On en parlera après. Ouais. Restons encore un peu au Népal. Je suis passée un peu trop vite sur la fin. Est-ce qu'il y a eu un moment où, ça n'avançait pas comme vous vouliez, où il y a eu des imprévus? Ça n'existe pas des chantiers qui fonctionnent, bien de A à Z, sans imprévus? Des imprévus, franchement, je pense qu'il n'y en a pas eu. Tout s'est hyper bien goupillé et franchement, au contraire, j'ai été surpris de l'organisation et de la logistique sur place. Alors sur les projets qu'on a menés, avec l'asso, après, bon, il y en a eu quelques-uns que je pourrais raconter après, mais quand nous on y était, franchement, ça s'est hyper bien, goupillé. Je pense à quand on était à cette école-là, il y avait les douilles qui étaient présentes, au niveau électricité, mais oui, il y avait pas les ampoules, je sais pas pourquoi ils les avaient pas mises, et du coup, j'étais là, mais ça marche en fait, donc on avait testé une, mais bon, voilà, ils ont pas forcément les mêmes priorités ou la même, logique que l'on peut avoir, donc j'ai dit à Schenker, combien ça coûte et est-ce qu'on peut fournir, je sais pas, il y avait une quinzaine d'ampoules. Je pense que 10 minutes après, je vois quelqu'un arriver avec une poche et j'étais là, mais c'est qui lui? Ben, c'est les ampoules qui arrivent. J'étais mais déjà? Et je trouvais ça assez incroyable, la réactivité. J'étais mais ah, ben oui, oui, je lui ai dit, il est allé en acheter, c'est bon. Et pareil, il y avait une porte qui coinçait, on avait besoin d'un menuisier pour raboter une porte. L'instant de lui dire, mais je crois qu'il s'est passé pareil 10 minutes où il y a un gars qui arrive pour faire ça. Ils savent tout faire, ils ont les compétences, ils sont assez réactifs. Nous, sur tout ça, si, il y a eu le réservoir qu'on avait construit. Bon, il y avait une petite fuite, donc on a perdu 2 3 jours, le temps de reboucher et de refaire le ciment, le temps de séchage, et cetera. Mais sinon, globalement, sur tout ça, bon, il n'y a pas eu tellement d'imprévus. On se rend compte un petit peu mieux sur place des besoins qu'il y a. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, on n'avait pas des 1000 et des cents pour effectuer tous les travaux qu'on voulait faire parce que quand on voit les sanitaires également, tous les sanitaires dans les écoles sont dans un état assez catastrophique. Donc, on essaye à minima de nettoyer, mettre un peu de javel, de leur réparer des tuyaux d'eau pour qu'ils puissent se laver, etc. Et voilà, malheureusement, on peut pas tout faire. On essaie petit à petit de faire évoluer tout ça. Mais c'est vrai que les sanitaires aussi, c'est un gros problème sur place. Donc les journées, vous les passiez, à travailler, pour, rénover tout ça et le soir, vous rentriez chez cette famille où vous étiez hébergés et vous preniez les repas avec eux? Le reste du temps, ça se passait comme ça? Ouais, voilà, c'était notre quotidien, hein. On partait le matin, aux alentours de ouais, de 8h, donc on partait. Donc déjà, à peine on était levé, on franchissait la porte de notre chambre, il y avait déjà les cafés qui étaient prêts, donc ça aussi, ils ont une attention envers, leurs invités qui est juste incroyable. Avec les enfants aussi, c'est-à-dire que quand on allait sur le chemin de l'école, bon, mais ils font vite très attention pour pas qu'ils tombent et il y a un lien énorme qui se crée avec les enfants. Ça aussi, c'est assez incroyable. Sur les premiers jours, bon, il y a 30 minutes, ça grimpait un peu. Donc, des fois, voilà, les enfants pas trop motivés, mais eux, ils le voient de suite. Et du coup, il y a une moto qui passe, ils l'arrêtent.
Et puis, alors au début, on est là: «Ouh là là, mais tu sûr du tout?» «Ouais, ouais, t'inquiète pas», bon, on est un peu réticent au truc et après ça devient un jeu et c'est formidable pour eux. C'est-à-dire que, il y a une moto qui passe et puis c'est parti, quoi. Ou un scoot, et puis on les récupère, directement à l'école. Le soir, pareil: «Non, non, mais vous inquiétez pas, on vient chercher 2 motos ou un tuk-tuk», puis on rentre, voilà, comme ça. On sent une certaine, liberté dans chose qu'ici, on est en frein avec beaucoup de règles, mais trop de règles et que là-bas, c'est vrai que de suite, on sent cette liberté-là du matin au soir parce que ne serait-ce que pour ça, quoi. Le midi, donc on faisait notre rénovation le matin. Le midi, on était accueillis chez les personnes du village qui nous invitaient à manger, donc là aussi, voilà, on était, très bien reçus. On a noué des liens aussi avec une personne qui habitait proche de l'école et puis la petite mamie, je me rappelle. Puis l'après-midi, on repartait à l'école jusqu'au soir où voilà, on rentrait, dans le village et là, on passait notre soirée, à l'extérieur à, travailler sur les épis de maïs, enfin voilà, c'est à les aider à couper, des branches pour le feu ou pour les bufflonnes, enfin voilà, c'était notre quotidien et un quotidien, voilà, qui fait du bien. Vous deviez pas avoir trop de problèmes pour vous endormir le soir? Non, non, ça va, ça va, ça. On dormait très, très bien. Et puis arrive un moment où il faut partir? Ouais, c'est toujours le moment compliqué, hein, c'est clair. Je pensais pas avoir ça a été unanime, de la part de tous les 4. C'est-à-dire qu'on a eu notre dose d'émotion en partant du village, ça c'est clair. Donc, on est parti, c'était très, très tôt le matin. Sur les 2 fois où on y a été, oui, on partait très tôt le matin et il faut savoir que alors déjà la veille, il y a une soirée qui est prévue, où, voilà, ça c'est tout le temps comme ça, où on danse, avec les danses népalaises, la musique népalaise qui va bien, où on danse toute la soirée. Et le matin, 7 heures du matin, tout le village est présent pour le Ouais, départ. en termes d'émotion, c'est Ouais, dur. les au revoir, surtout qu'on ne sait pas si c'est des au revoir ou des adieux, c'est souvent, très, très compliqué. Donc, même au niveau des enfants, hein, parce ils avaient noué des liens assez importants avec les personnes sur place et avec d'autres enfants. Beaucoup de pleurs, bien évidemment, mais et je me souviens du départ de Schenker, quand il nous a ramenés à l'aéroport, pour partir du Népal. Mon fils, voilà, il s'en occupait comme son fils pendant 3 semaines où ils étaient collés à jouer, ensemble, et à faire différentes choses. Donc, du coup, voilà, le départ a été, très, 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 très compliqué, ouais, ça c'est clair. Mais c'est ce qui fait partie du voyage aussi, c'est que c'est tellement enrichissant et avec des personnes extraordinaires sur place qui ont un sens de la gentillesse et que voilà, que forcément on crée des liens et que derrière les départs sont compliqués, ça c'est évident. Il me semble que vous avez passé quelques jours, j'allais dire en vacances, avant de rentrer, mais c'était un peu ça? Vous êtes allés où? On voulait faire un trek, donc on est parti en trek, on est retourné à Pokhara et puis là on est parti en trek pendant 3-4 jours. Notamment, on n'est pas monté non plus très très haut parce qu'il y avait les enfants, mais on était à 2000 mètres avec une vue magnifique sur les Annapurna. Et on est monté jusqu'à l'Australian Camp qui est environ 2000 mètres où on a pu voir le lever de soleil. En plus, on avait un temps magnifique, donc c'était extraordinaire. Et franchement, ça aussi, je le conseille, même avec des enfants, parce que quand on a les guides, ils sont habitués au niveau des Sherpas à porter du poids. Et du coup, des fois, nous, quand on avait le petit qui était fatigué, bon, ils n'hésitent pas à le mettre. Il a son sac de 20 kilos, plus le petit est sur les épaules, et puis il est loin devant, hein. Mais ça les gêne absolument pas. Faut pas que ça soit un frein à pouvoir faire ces treks-là, même avec des petits, parce qu'on y arrive très bien. Et franchement, quand on arrive à haut, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, on a fait ça sur 3-4 jours, on a vu des choses incroyables. Et puis après, retour à Katmandou. Elle était importante, cette parenthèse entre, la grosse émotion du départ et l'avion? Ouais, elle était primordiale, hein. J'aurais pas aimé, ça aurait été compliqué de faire la coupure directement, de rentrer à l'aéroport et de repartir. Que là, on a pu vraiment s'immerger en côté nature, côté paysage, incroyable. Ça fait du bien de souffler, de se dépenser aussi un petit peu. Ça aussi, ça fait du bien. Franchement, ça a été un moment unique et qui était nécessaire pour nous et qui a fait du bien, ouais. C'est bien de le faire après. OK, et donc vous rentrez en France, et là, tu t'es dit: «On peut pas s'arrêter là». Exactement, moi j'étais déjà sur place, bon, j'avais vu tellement de besoins que dans toutes les écoles qu'on visitait et cetera, donc que je me suis dit: ben pourquoi pas créer une association et puis continuer à œuvrer pour ce beau pays». J'ai créé donc l'association donc en mai 2023, donc qui s'appelle Un objectif pour demain. Et du coup depuis, maintenant, bon c'est tout récent, hein, ça fait 1 an et demi, mais depuis 1 an et demi, on a des personnes, qui nous contactent régulièrement
pour partir sur place, pour faire de l'humanitaire. Donc nous, on cible des projets pour eux, principalement dans des écoles ou des raccordements, mais aussi dans la santé. On a des médecins qui sont partis faire une campagne de dépistage au cancer de col de l'utérus sur 1200 femmes dans des villages très isolés. Donc on a pu faire ça. En termes d'environnement, ben voilà, on essaie de poser aussi des poubelles dans différents villages aussi puis les sensibiliser aux déchets. Et donc on cible ces projets pour eux, on fait des collectes, des recherches de fonds, mais ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, moi je trouve ça hyper important voilà d'engager les personnes du projet initial jusqu'au projet final. Donc voilà, on essaye de s'y prendre 2-3 mois à l'avance. Donc sur ces 2-3 mois, on récolte les fonds qui vont bien. Alors moi je crée des cagnottes en ligne. Eux diffusent le lien à tout leur entourage, entreprise. Il y en a qui ont créé des événements, aussi des lotos pour récolter des fonds. La famille d'Heidi qui sont partis au mois de juillet, c'était un couple avec leurs 2 enfants. Ils ont fait un travail formidable où ils ont pu récolter en très peu de temps énormément de fonds. D'ailleurs maintenant ce sont les référents en fait qui appellent les prochains bénévoles pour leur donner un petit peu la manière de fonctionner pour trouver des fonds. J'ai une personne maintenant, Élise, qui est la vice-présidente de l'association, mais qui s'occupe aussi de toute la communication marketing de l'association, notamment sur les réseaux. Donc voilà, depuis 1 an et demi, on en est à plus de 10 écoles qui ont pu être rénovées, 3 ou 4 écoles avec des villages aux alentours. Ça concerne environ 6000 personnes maintenant qui ont accès à l'eau. L'association prend pas mal d'ampleur, mais c'est vrai qu'on a voilà de plus en plus de demandes sur des personnes qui souhaitent partir là-bas. Nous, on y est retourné au mois de février dernier où on a eu la chance, et je dis bien la chance, de pouvoir rencontrer 2 personnes qui sont ultra engagées dans l'écologie et qui étaient en train de faire un projet de rejoindre la France en Inde sans avion et de montrer un petit peu sous la forme d'un film documentaire les besoins qu'il pouvait y avoir en eau dans le monde, les problèmes surtout liés à ça. Et du coup, j'avais vu sur Instagram ils avaient des problèmes pour traverser le Népal. Et je les ai contactés parce que je connaissais du monde sur place et s'ils voulaient un coup de main. Et le hasard a fait qu'ils traversaient le Népal au moment où nous, on y était. Et donc, on a pu passer, donc il s'appelle Victoria Guillaumont, qui a sorti un livre récemment, et Johan Reboul, qui est aussi assez engagé et reconnu sur les réseaux. Et donc, on a pu leur montrer les projets de l'association. Et depuis, ils ont accepté d'être parrains et marraines de l'association. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une portée qui fait du bien aussi pour l'asso, qui nous permet aussi de grandir. Voilà. Et si, les parents, les familles qui nous écoutent, ont envie de se lancer, dans cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, il faut faire quoi? Alors là, ils peuvent nous contacter soit par mail sur contact@unobjectifpourdemain.org, soit nous contacter directement sur notre compte Instagram s'ils le souhaitent. Je prends contact avec eux, on discute par rapport aux périodes auxquelles ils souhaitent y aller, parce qu'il y a des périodes plus propices que d'autres pour se rendre au Népal. Notamment, faut éviter, il y en a qui n'ont pas le choix, mais il faut éviter d'y aller de juin à septembre, parce que c'est là où il y a les moussons, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je cible des projets par rapport à leurs envies, parce que c'est très important. Il y en a qui sont plus engagés dans l'éducation, d'autres dans l'environnement, d'autres dans la santé. Donc on cible des projets. Moi, je crée après les pages qui vont bien, Hello Asso, où je parle d'eux. L'association leur permet de le faire, mais je les mets beaucoup en avant. Je parle d'eux également, de leurs projets. Et ensuite, c'est parti. On essaie de trouver les fonds où on fait des points réguliers pour savoir l'avancement, où on en est. De notre côté aussi, on va créer des événements pour trouver des fonds par rapport à ce projet-là. Les personnes partent sur place, sont accueillies par l'association locale avec qui on travaille, Nîmes, parce que ça, on y tient aussi. C'est eux qui connaissent le plus les besoins. Et donc, on travaille beaucoup avec Schenker, qui est président de cette association, qui est une personne juste extraordinaire, qui nous permet aussi de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et du coup, les gens sont accueillis et emmenés ensuite dans le village où bon, il y a la partie humanitaire qui est très importante, mais aussi on leur permet aussi de vivre au quotidien dans des familles, qui permet d'être en totale immersion avec les familles. Le jour J, on fixe le jour J, donc les artisans sont là et le projet démarre sur une rénovation ou un raccordement. Voilà. Il faut prévoir combien de temps pour mener à bien une mission? Alors l'idéal, c'est 3 semaines. En 15 jours, si c'est qu'une rénovation, bon, on y arrive. Mais l'idéal, voilà, c'est de prévoir 3 semaines, sachant que nous, les personnes qui partent sur place, souvent des jeunes qui, soit avant de rentrer dans la vie active ou quoi, qui se lancent un projet comme ça. Et je trouve ça formidable. Mais les gens, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que les gens
qui partent sur place, il y a 100 des personnes, il y a un investissement qui est fait pour ces projets-là qui est juste fou. J'ai pas senti des personnes qui faisaient ça pour eux ou quoi. Non, c'est vraiment, ils avaient ce besoin aussi de donner du sens à ce qu'ils faisaient et franchement que ce soit de la collecte de fonds jusqu'à la fin, ça a été assez incroyable. Donc on a des projets qui démarrent, tous les mois. Là, on en a eu un en juillet, août, septembre. Là, on en a un qui démarre, dans 4-5 jours sur, une rénovation d'une école d'une centaine d'élèves. Donc ça, c'est une grande école qui est mais dans un état, je crois que c'est la pire que j'ai jamais vue. Donc là, voilà, donc il y a pas mal de boulot. Donc les personnes qui n'hésitent pas à vivre ça, il faut pas que la recherche de fonds soit un frein pour eux parce que ça fait partie du projet, ça fait partie du voyage et le fait même si c'est avec des enfants, il faut que tout ça soit un moteur justement pour se lancer dans l'aventure et que derrière, ils puissent vivre. Ils vont tellement vivre, c'est ce que je leur dis, une expérience incroyable que franchement tout ce qui est fait en amont, ça vaut le coup de le faire et de s'investir là-dedans parce que sur place, on vit des émotions qui sont folles, quoi. Je n'en doute pas une seconde. Eh ben, on va passer, au petit guide pratique quand même que j'aime bien, faire à la fin parce que, le Népal, c'est loin donc faut qu'on se rende, un peu plus compte. Combien d'heures d'avion? Quel décalage? Alors les heures d'avion, il y a souvent suivant par où on passe, mais c'est environ, de Paris, c'est environ, 11-12 heures d'avion avec une escale qui est faite à Doha, Dubaï, enfin souvent, Ça dépend, ouais. ça dépend. Donc il faut compter ça. Le décalage horaire, c'est 4h45 en plus. Oh, c'est marrant ça, Ouais, ouais, ouais. 4h45. Moi aussi ça m'avait surpris, ouais. Est-ce qu'il y a des formalités, particulières excepté le passeport évidemment? Ouais, ben le visa, il se fait, ça aussi, c'est très facile. Il se fait directement à l'aéroport, quand on arrive je crois que ça coûte, environ 50 €, suivant le temps qu'on reste. Mais souvent, il y a un formulaire qui peut être rempli, en amont, mais à chaque fois, ils nous le font remplir souvent quand on arrive sur place. Donc franchement, il faut s'occuper de rien et le visa se fait très rapidement quand on arrive, à l'aéroport. Des vaccins, des trucs à prévoir côté santé? Côté santé, bon, il y a les vaccins de base, toujours faire une vérification si tout est bien à jour, sur, tétanos, coqueluche et cetera. Ça, c'est primordial. L'hépatite A et B, c'est aussi recommandé pour le Népal, sachant que l'hépatite A se transmet, souvent par l'eau ou les aliments contaminés. Donc voilà, c'est quand même nécessaire. Après voilà, il y en a qui font la typhoïde ou la rage, mais bon, ça, c'est pas des vaccins qui sont obligatoires. Ça dépend où on va, dans quelle région on va, mais la plupart du temps, quand on est dans le milieu rural où, nous c'était assez sain, on le sentait, donc on n'a pas fait de vaccin, proprement dit, là-dessus. Alors il faut faire très attention, il y a un truc qu'il faut faire ultra attention, c'est l'eau bien évidemment, même au niveau du brossage de dents et cetera. Alors il y a de l'eau minérale là-bas qui nous on en avait à disposition tout le temps. Ils allaient nous en chercher tout le temps, donc voilà, mais sinon les gourdes filtrantes aussi, marchent très bien. Ça, il faut faire très attention parce qu'après, c'est vrai que surtout avec les enfants et tout, ça peut être problématique, ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand on part au Népal? Bah, il faut surtout pas oublier, les médicaments parce que ça, c'est vrai que ça peut être, problématique. Donc, essayer de prendre des choses comme des sirops là, qu'on prend directement là, que ce soit du Smecta ou, Doliprane, voilà, ça c'est nécessaire. Et puis sa gourde filtrante aussi parce que c'est même suivant quand on y va aussi, il faut boire assez régulièrement. On va dire que c'est les 2 choses. Après, franchement, là-bas sur place, on n'a pas besoin de grand chose sur place. Bah, justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas nécessaires, et qu'on peut laisser à la maison? Ouais, ben nous, c'est vrai que la première fois, entre les 2 voyages, on va dire que les valises n'étaient pas du tout les mêmes, hein, parce que sur les premières fois, on emmène Il y a beaucoup de fringues? beaucoup de fringues qui sont pas vraiment, nécessaires. Donc surtout que là-bas, il y a possibilité de faire une petite lessive, donc voilà, ça sèche assez rapidement, donc il y a pas de problème. Donc voilà, ne pas trop se charger en affaires, prendre le principal. C'est pas nécessaire quand on veut partir sur place pour faire de l'humanitaire, d'emmener des fournitures scolaires, on va dire. Chacun fait ce qu'il veut, mais sur les fournitures, moi vraiment, je conseille d'acheter tout sur place. Déjà, ça coûte bien moins cher, ça fait marcher l'économie locale et je trouve que c'est pas nécessaire. Le truc qu'on peut emmener, c'est sur le médical, des pansements, principalement ça. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait, un sac rempli de pansements qu'on a pu distribuer dans les dispensaires. Une petite visite chez son médecin avant de partir, n'est jamais, inutile pour avoir la bonne trousse à pharmacie. Ouais, exactement
Et puis après, ne pas hésiter à se rendre dans les pharmacies où souvent ils ont des pansements qui vont brûler parce Ah que les oui, dates ou quoi, ouais, ça aussi c'est important. ah oui, prévenir sa pharmacie, ouais. Ouais, j'avais pu récupérer auprès d'infirmières et de pharmacies tout un tas de pansements parce que sinon il est brûlé, donc autant s'en servir. Ouais. Bah, bon à savoir. Ouais. Tu nous as parlé d'une spécialité culinaire au début. Est-ce qu'il y en a d'autres, que vous avez, aimées? Franchement, la spécialité, C'est vraiment ça? c'est Mmh. vraiment le dalbat, hein. C'est ce qu'on mange tout le temps. Le matin, c'est bon, c'est des galettes aussi qui sont faites le matin où c'est très 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 bon. Mais le dalbat est vraiment le plat qu'ils mangent tout le temps et même quand ils vont au restaurant et qu'ils peuvent prendre autre chose, non, ils prennent un Ils dalbat. mangent Ouais, ça? ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Côté budget, on s'attend à quoi? Alors côté budget, bon, ben, il y a bien évidemment le billet d'avion, donc ça tourne aux alentours, on va dire, de 1 000 € suivant les périodes. On peut en trouver un petit peu moins cher, on va dire entre 800 et 1 200 €. On peut trouver des billets pour se rendre sur place. Bon, la vie est quand même pas très chère. Nous, en ce qui concerne l'association, toutes les personnes qui partent dans les familles, et c'est le cas pour nous et c'est le cas pour tout le monde, on donne 10 € par jour aux familles. Voilà, ça, ce qui permet de les dédommager en termes de repas, en termes de logement. Et donc, il y a 7 € qui vont aux familles et 3 € qui est reversé à la coopérative des femmes pour les aider dans leur quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on demande à tout le monde. C'est le même tarif. Et voilà, on va dire que faire une mission humanitaire avec un objectif pour demain, bon, il y a la recherche de budget pour faire le projet, mais sinon, ça ne coûte que 10 € par jour pour être sur place. Qu'est-ce que ce voyage a apporté aux enfants? Depuis qu'ils sont rentrés, est-ce que tu as vu, des choses changer chez eux? Ils en parlent régulièrement? Il se passe quoi depuis ce temps-là? À le voir, après c'est vrai que le quotidien, on va dire revient au galop. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience quand même qui est faite, et je pense qu'ils ont, c'est le principal. Nous, on sait ce qu'on souhaite. On souhaite leur montrer régulièrement ce qu'on a fait sur place pour pas surtout pas qu'ils oublient. Et c'est pour ça qu'on y est retourné une deuxième fois et que moi je souhaite y retourner, prochainement, avec mon fils pour garder ce lien avec ce pays et surtout qu'il oublie pas et qu'il voit ce qui se passe, vraiment, là-bas. Mais je pense qu'ils ont pris vraiment conscience que le monde pouvait être différent de ce qu'ils vivaient ici en France. Il existe différentes façons de vivre et de penser. Ce voyage, ça leur a quand même laissé une empreinte assez précieuse, avec une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle sensibilité. Enfin voilà, c'est des voyages un petit peu qui transforment, aussi bien pour nous, mais pour eux, ça c'est clair, parce que ils ont vécu, et comme je disais tout à l'heure, ils s'adaptent très rapidement au pays, hein. C'est-à-dire quand ils arrivent sur place, ils vont vite, s'il y a un ballon, ils vont jouer avec les enfants, mangent très bien, ils dorment très bien. Enfin voilà, c'est sur place, tout se passe bien. Et voilà, le retour, les départs sont compliqués, mais après le retour, ils peuvent en parler à leur classe. C'est ce qu'ils ont fait derrière. Donc voilà, non, il y a une portée assez importante derrière. Mes petites dernières questions que j'aime bien, est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages ou peut-être une démission, tu l'as vaguement dit tout à l'heure que ça s'était pas toujours aussi bien passé et dont tu te serais bien passé surtout? C'est plus sur la partie, sur notre deuxième voyage où ça arrive régulièrement, mais sur la partie bagage où malheureusement quand on est arrivé à Katmandou, on n'avait pas nos valises. Je crois qu'il y en avait une sur trois, ou ouais, je crois que c'est ça. Et donc du coup un peu compliqué, surtout que là-bas bon il faisait très chaud, donc ouais, un peu compliqué. Donc du coup on a fait avec pas grand-chose pendant 3 jours, et après on était parti à la deuxième fois. On a pu aller à Chitwan, qui est à 4-5 heures, pour visiter une ville sur le deuxième séjour, et le Schenker a rameuté tout le monde pour qu'on puisse récupérer. Et donc nos valises sont arrivées par avion à Chitwan, dans un petit aéroport qu'on a pu aller chercher le soir. Donc voilà, au final tout se passe très bien. Ils étaient beaucoup plus peinés que nous, on le voyait, le fait qu'on n'ait pas ça. Donc ouais, il a vraiment fait le nécessaire pour qu'on puisse retrouver ça. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais qui font partie du voyage. Votre prochaine destination en famille? Alors la prochaine destination, moi j'aimerais beaucoup découvrir, bien sûr, je pense qu'on retournera prochainement au Népal, ne serait-ce qu'avec l'association, ça c'est évident. Après, moi, il y a une destination qui m'attire énormément, c'est la Mongolie. J'aimerais découvrir aussi, toujours en immersion dans des familles, le quotidien, et pour voir ce qui peut se passer sur leur quotidien, les relations avec les animaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais
que j'aimerais vivre également. Et j'aimerais beaucoup travailler aussi avec des régions d'Afrique pour l'association. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que il y a un peu de corruption, etc. Donc, pas simple de créer des projets sur place, mais j'ai eu quelques demandes pour aider certaines écoles. Donc voilà, des destinations comme Madagascar, par exemple, ou l'Ouganda, ça me plairait beaucoup aussi de voir un petit peu ce qu'il y a sur place et voir ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Bah justement, j'aimerais bien découvrir la Mongolie. Voilà, ça c'est clair. Je me doutais un peu que ce serait ça. Ouais, ouais. Non, non, c'est la destination que j'aimerais, sur des gens qui sont partis là-bas, qui ont vécu le quotidien avec certaines personnes, ouais, sur place. Et ben, je vais partir en quête de cette destination alors. Tu l'as déjà dit, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Si nos auditeurs te cherchent, ou l'association, c'est un peu la même chose, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Donc ils peuvent nous trouver sur les réseaux, sur Instagram ou Facebook, le compte Un Objectif pour Demain, ou sur notre site internet, www.unobjectifpourdemain.org, où ils peuvent nous faire via le formulaire une demande via le formulaire de contact, ou directement par mail à contact@unobjectifpourdemain.org, et nous on prendra contact avec eux avec grand plaisir pour voir les envies, les besoins et les aspirations de chacun. Merci beaucoup Rémi pour ce très, très chouette et très inhabituel carnet de voyage au Népal. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, alerte en voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille-et-voyage_blog. C'est aussi le bon endroit si vous voulez partager un voyage ou me demander un carnet de voyage sur une nouvelle destination. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.